L'architecture régénérative, ça veut dire une architecture qui, au lieu de se baser sur réduire les impacts négatifs, essayer de chercher des impacts positifs, essayer de créer au lieu de détruire. Puis, vu qu'on est une espèce sociale, c'est également aussi d'essayer d'améliorer le vivre ensemble, puis d'essayer de viser vers un monde ou une ville qui facilite le partage puis l'entraide. Moi, je préférerais souvent, on nous donne des architectes de paysage à la fin du concept. Je dis, non, amenez-les au début du concept, puis on va planifier même l'ombrage du bâtiment sur les plantes. Ça peut affecter le type de plantes qu'on va mettre autour. Ben oui, c'est normal. Donc, à Paris, ils se connectent aux égouts. Ils sont même capables d'aller prendre l'énergie de l'eau des égouts, juste l'énergie, la chaleur. Donc, il y a plusieurs. Donc, il y a de l'énergie partout. Il y a un projet à Laval qui s'appelle l'Espace Montmorency, où est-ce qu'on a vraiment essayé de densifier un quartier au complet dans un bâtiment en 3 dimensions. Donc, on s'est attaqué à l'étalement urbain, puis on a réussi à réduire l'impact environnemental de chaque personne qui habite là-dedans parce que tu es capable de vivre, travailler, t'amuser, aller manger, prendre le métro. La ville du futur, tu l'imagines comment? OK. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Montoni. Montoni est un pionnier des bâtiments durables au pays. Il développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Sa raison d'être? Créer de la valeur pour sa communauté. Montoni, une société de développement en immobilier durable. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit un architecte qui vient nous parler d'architecture régénérative. Manuel Cisneros est avec nous dans nos studios. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. Salut Manu. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Manu, On se connaît, fait que je vais dire Manu, moi. C'est correct? Ben oui. Hein? Je vais dire Greg, si ça va. Ouais, Greg, Manu, ça va, ça marche. On te connaît depuis quand même un moment, Manu. Ça fait plusieurs années qu'on se côtoie, Oui. les trois. Ouais, ben oui, tout à fait. Moi, je pense que tu m'avais invité dans ton cercle vert un moment donné. C'était pas pendant la pandémie, Pendant la on faisait pandémie. ça. On en parlait tantôt. Oui, Ouais. mais tu sais, on se connaît. Oui. On se connaît, en gros. Moi, je voudrais commencer tout d'abord pour mettre les bases, puis expliquer c'est quoi l'architecture régénérative, parce que c'est une manière... c'est quoi de manière vulgarisée ce type d'architecture-là, puis comment ça se distingue d'une architecture conventionnelle? Très bonne question. Puis c'est une question que c'est une notion que j'essaie de pousser de plus en plus parce que je suis tanné de parler de développement durable. Je suis plus capable OK. de nous attacher à un concept qui est sorti des années 70 quand on s'est rendu compte qu'on avait un problème, OK. mais qu'on voulait juste essayer de rajouter des petites affaires à gauche puis à droite pour trouver des solutions, au lieu de repenser au complet à notre manière de concevoir les éléments, de fabriquer des produits ou de concevoir des... Fait que toi, t'es pas un fan du développement durable. J'aime pas le terme, parce OK. qu'il était Qu'est-ce trop que t'aimes pas utilisé. là-dedans, mettons? Ben, c'est un terme qui est utilisé pour dire tout et rien. Tu sais, c'est vraiment comme les gens reçoivent un plan C'est de un développement fourre-tout. durable, exact, puis finalement, tu réalises qu'il n'y a pas grand-chose qui change fondamentalement, que c'est juste des petites stratégies à gauche puis à droite qui ont un impact minime, au lieu de se dire, OK, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on peut concevoir ici? Est-ce qu'on peut consulter les gens? Est-ce qu'on peut vraiment repenser aux besoins de base? Et pour moi, l'architecture régénérative, dans ce cas-là, ça veut dire une architecture qui, au lieu de se baser sur réduire les impacts négatifs, essayer de chercher des impacts positifs à chaque étape du processus. Imaginez le mieux. Imaginez le mieux, Ouais. essayer de créer au lieu de détruire, essayer de penser à la circularité, la résilience. Donc, est-ce que je suis capable de réutiliser l'eau? Est-ce que je suis capable de réutiliser l'énergie? Est-ce que je suis capable de réutiliser les matériaux? C'est aussi une architecture qui va essayer de mettre au centre de sa philosophie le monde naturel. On s'inspire de la nature, qu'on essaie de recréer des écosystèmes. C'est ça qu'on appelle la biophilie. La biophilie fait partie de cette mentalité-là. Puis, vu qu'on est une espèce sociale, c'est également aussi d'essayer d'améliorer le vivre ensemble, puis d'essayer de viser vers un monde ou une ville qui facilite le partage puis l'entraide. Mais pourquoi c'est important pour toi, ça? Parce que de base, t'as une formation d'architecte. Ouais. Mais là, à un moment donné, t'as pris un pan vers l'approche régénérative. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Je pense, moi, la manière que je le décris, c'est que à force d'essayer de bien faire les choses, à force de vouloir faire des bâtiments avec une intelligence partagée, en essayant de comprendre chaque système puis avoir une approche systémique, là, on commence à parler de régénération, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas aussi les autres choses que les autres architectes qui font. C'est juste une manière, dans ma tête, de me créer un plan de match. C'est pas dogmatique dans ta tête. C'est un peu dogmatique dans ma tête. Ah, mais- OK! mais- Mais c'est parce que tu intégrais les autres. Dans Oui, le je sais. dogme, on n'intègre pas les autres. Non, mais je parle des grands concepts par rapport, OK. mettons, à la nature. Je trouve Oui. que c'est vraiment important. OK, Puis ça ça bouge pas. Mais après,
ça reste qu'on est des architectes qui ont un client qui va te donner un programme, qui va te donner un site, qui va te donner un objectif en termes d'unité de condo, de parking. Ça reste ça, le programme que je vais essayer de résoudre. Ouais. Mais moi, je me donne, en arrière de tout ça, je me donne un cadre, je me pose des questions sur est-ce que je suis capable de penser dans le futur, est-ce que le bâtiment peut pouvoir évoluer, est-ce que je suis capable de m'arranger pour parler avec mon architecte de paysage et mon architecte et mon ingénieur civil pour qu'ils se parlent, puis qu'on se parle, puis qu'on fasse un projet de gestion l'eau intégré au concept. C'est-tu quelque chose que toi, t'ajoutes puis que ton client, il sait même pas? Ou... Non. Le plus que tu l'expliques, le plus que les gens comprennent. Il ne faut pas que ça soit détaché. Il faut que ça soit comme... fasse partie de même histoire qu'on raconte. OK. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est pour commencer à faire une nouvelle manière d'approcher notre conception, je pense qu'on doit prouver, faire un discours à notre client en début de projet que son projet, il peut être plus intelligent. Son projet peut être plus performant. Donner de la valeur à son projet. Le projet peut être plus désirable, il peut avoir une valeur ajoutée qui est une valeur sociale, environnementale, mais qui un jour peut se transformer en valeur économique. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. Mais tu vois, moi, ma vision de l'architecture, c'est une business de scène, tu sais, dans le sens que le client, il va dire, ben là, oui, c'est beau, là, ta toilette, super hot, machin, mais j'en ai une 30% moins chère, puis je m'en fous, je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Tu sais, comment on arrive à convaincre les gens? Tu sais, c'est quoi les leviers? Mais une économie est une économie de scène. Dans le sens où, si on est pour investir dans quelque chose qui va durer 100 ans, c'est toujours l'échelle de temps dans laquelle on conçoit, dans laquelle il faut penser. Est-ce que tu serais à l'aise de se dire, je construis quelque chose pour 100 ans, mais je vais avoir la chose la moins chère possible, que je peux trouver la plus cheap possible? Est-ce que je veux faire vivre mes enfants dans un bâtiment où je ne sais même pas c'est quoi la qualité des matériaux qu'on retrouve à l'intérieur? Alors, dès qu'on commence à penser à la durabilité, à la gestion de risques dans le futur, à la santé des usagers, tu commences à te dire, OK, ben, c'est vraiment weird qu'on fasse des bâtiments qui vont durer 100 ans, mais on veut le faire la chose la moins chère possible. Et là, dans vos projets, parce que toi, tu es directeur chez Sidley Architecture. En fait, tu es directeur, je vais le nommer, de stratégie environnementale et régénérative. Oui. Fait que concrètement... C'est très long dans une signature. Oui. Même pas complet. Ouais. Tu n'as plus de carte, toi, là. Mais je trouve que c'est quand même parlant parce que c'est pas justement directeur du développement durable. Tu comprends? J'ai fait exprès. J'ai même fait un brainstorm avec des amis pour essayer de trouver le titre le plus approprié. Puis quand j'ai mis juste régénératif, les gens, ils disaient c'est quoi ça? Alors, j'avais un peu de misère. Fait que j'ai mis environnemental pour un jour faire le switch. Un jour, quand les gens vont comprendre un peu plus, c'est une manière de Tu suis le beat du monde. Tu dis environnemental, ça te dit de quoi? Ouais, c'est ça. Fait qu'on va commencer par ça. Puis je te glisse subtilement régénératif. Puis à un moment donné, tu vas voir, ça va avoir la même résonance qu'environnemental. Exact. Pour toi, ça va être normal. Exact. Puis c'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Moi, je m'inspire beaucoup d'un architecte américain qui s'appelle Bill Reed. J'ai eu la chance de le rencontrer une couple de fois. Puis c'est même pas lui qui l'a inventé non plus le terme. Lui, ce qu'il m'a raconté, c'est que c'est des étudiants qui, suite à ces conférences, ils ont défini justement le terme de conception régénérative aux États-Unis. D'ailleurs, ils font une formation mondiale aux États-Unis puis en Europe. Puis c'est quelque chose que je veux m'inscrire éventuellement c'est aussi. Bill Moi, Reed. j'ai lu le livre, mais j'aimerais ça rencontrer d'autres professionnels dans la pratique qui ont été capables d'appliquer ces connaissances-là. Puis c'est vraiment, quand tu entends parler ces gens-là, le bâtiment devient un objet, un moyen, quelque chose à travers un ensemble, un métabolisme beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe d'échanges, de flux, de données, d'informations, de personnes, de matières résiduelles. Alors c'est ça qui m'intéresse. C'est l'approche régénérative, c'est une approche systémique. On fait des bâtiments isolés à gauche puis à droite dans une ville, mais une ville, c'est un métabolisme. Tu sais, ça marche avec des échanges. Alors, le plus qu'on va être capable de créer des échanges entre les bâtiments, le plus qu'on comprend que c'est pas le bâtiment, mais ce qui se passe à travers, puis en dessous, puis autour, qui va donner Comme la un système valeur. organique, en fait, plutôt que de dire juste des silos. Parce que souvent, les villes, c'est ça. Même tu regardes des buildings, puis il n'y a comme pas de logique entre chaque. Tu comprends? Il n'y a pas de logique au point de vue réglementaire, il n'y a pas de logique au point de vue, justement, même quand on peut même parler d'une économie qui est basée sur la compétition au lieu d'être basée sur la coopération, au lieu de se dire on pourrait partager les services le plus possible pour essayer de les réduire, leur empreinte, et en faire profiter le plus possible. Il y a de l'énergie partout dans la ville, chacun gère son énergie au lieu de la partager les uns les autres. Oui, c'est vrai. L'eau, elle tombe partout, elle ne sait pas où est-ce qu'elle tombe, sur quelle ligne de l'eau elle tombe, mais finalement, chacun doit gérer son morceau d'eau au lieu d'avoir des stratégies à plus grande échelle. La ville de Montréal commence quand même déjà. Oui, ben avec leur parc éponge notamment, ils sont en train de revoir. Mais il y a beaucoup de villes comme ça qui commencent à repenser ça. Peut-être qu'il y a les changements climatiques, puis les inondations, puis tout ce qui nous arrive,
c'est peut-être finalement une opportunité de dire « Hey, on est tous connectés finalement. » Oui, c'est pas seulement une opportunité, c'est une nécessité. La Ville de Montréal prévoit elle va devoir doubler sa capacité de gestion des eaux pluviales dans 15 ans. Mais tu peux pas remplacer tous les tuyaux de la ville en 15 ans. Donc, tu es obligé d'avoir des stratégies en surface de ruissellement, les saillies drainantes, on en a parlé tantôt, les parcs éponges. Mais c'est quoi le mot Les que tu utilises? Les saillies drainantes. Ça, c'est, tu sais, quand... Les saillies drainantes. Au coin des rues, ils ils installent des plantes. Au coin des trottoirs, là, Exact, qui grossissent, là, Donc, ils mettent des plantes. Ouais. Des plantes, c'est ça, c'est des espaces plus bas. Puis là, l'eau des pluies des rues s'en va là, puis ça prend plus de temps pour s'absorber par les plantes et puis c'est redistribué après. Si jamais ça dépasse un certain niveau, ça va dans l'égout, mais sinon, ça reste là. Fait que tout ça, c'est des stratégies qu'on peut faire un peu partout. Puis c'est vraiment à travers ces stratégies-là qu'on va réussir à trouver des solutions. C'est pas en faisant plus de tuyaux souterrains. Puis en plus, c'est qu'une saillie drainante, ça rouvre pas la rue pendant 3 mois avec des cônes oranges. Entre autres. Entre autres. Mais c'est niaiseux, mais c'est parce que même si on disait demain, on change tous les tuyaux, ben là, pour en profiter, étant donné qu'ils ont tout arraché à la ville. Mais, tu sais, c'est ça l'idée aussi, là, tu sais, c'est que planter, c'est moins dommageable qu'ouvrir une rue, tu sais. Oui. Puis maintenant, les parcs éponges, on en a parlé, mais aussi les toitures vertes aussi. Ça, c'est quelque chose d'autre que tous les concepteurs ou les architectes, on devrait avoir ça dans la tête comme un outil. C'est pas toujours évident. T'sais. Je suis président d'un groupe de travail sur les toitures vertes, puis on travaille avec la RIBQ parce que jusqu'à dernièrement, c'est un peu compliqué mettre des toitures sur des bâtiments en bois. C'était un peu compliqué mettre des toitures vertes en général. Là, on travaille avec eux pour faciliter la conception des toits verts. Mais c'est pas juste en mettre ou pas en mettre. Il faut que les architectes commencent à voir les toits des bâtiments comme des espaces qui pourraient être les meilleurs espaces. Ben, on a reçu Orlane Panek, ben, tu connais Orlane, on a reçu Orlane, justement, il y a quelques semaines, puis elle parlait de ça, qu'elle est en train, justement, d'amener du verre sur les toits, justement, puis ça aide, finalement, à drainer l'eau, tu sais, à mieux gérer les eaux de pluie. Puis c'est vraiment, mettons une ville, c'est à peu près 40%, 50% de la ville, c'est de l'asphalte pour les voitures. L'autre 40-50% de plus, c'est des toitures qui servent à rien. Ouais. Alors, si on était capable de recouvrir la ville de toitures végétalisées, on pourrait contrôler justement les changements de température, on pourrait contrôler la qualité de l'air, accumuler, au moins recevoir les 19 premiers millimètres de l'eau de pluie, parce que c'est ça que le règlement demande en ce moment. Il faut que tu sois capable de gérer les 19 premiers millimètres qui tombent, qui sont 80% des précipitations. Et on aurait d'autres stratégies comme les parcs éponges pour gérer les pluies de 100 ans qui sont des pluies beaucoup plus intenses. Parce que les buildings qu'on a construits il y a 50 ans, Manu, ils ne peuvent pas supporter des toits verts bien souvent. Des fois, ça demande des renforts structuraux. Puis ça, c'est un autre élément, c'est un autre projet qu'on devrait, mais je pense que par réglementation, le Code du bâtiment devrait demander à tous les bâtiments d'avoir une structure. C'est pas le cas? Pas encore. D'avoir une toiture assez forte pour supporter une toiture verte. Ouais. Pour qu'un jour, on puisse... Je pensais que les nouveaux, moi, tu vois, naïvement, je pensais que c'était... On venait de pogner le mémo, là, mais là, tu m'annonces que non. Oui, ben, je pourrais pas te répondre exactement parce que ce serait pour le toit vert, mais il faudrait rajouter aussi le toit bleu. C'est-à-dire avoir des toitures qui sont capables d'accumuler aussi un peu d'eau de pluie. Et peut-être que ça demanderait un peu plus de structure encore. Mais je veux dire, si on veut vraiment penser en 15, 20, 30, 50 ans, des solutions qui vont être vraiment faciles, qui vont s'implémenter projet par projet, bien ça, il faudrait au moins faire que les bâtiments puissent faire ça. Mais toi, tes projets, tu le mets dessus? Tu pousses là-dessus. On pousse là-dessus, c'est sûr. Mais nous, on essaie de concevoir des toitures qui sont accessibles. Dès que tu vois d'écrire une toiture accessible, le client accepte de l'aménager, de la rendre. C'est quoi une toiture accessible pour les gens qui ne comprennent pas? OK. On a une manière de faire les bâtiments dans les 50 dernières années. Souvent, les toitures sont comme l'espace pour les équipements mécaniques. Oui. Alors, souvent, ce qui arrivait avant, c'est que ton toit, c'est là que tu mets toutes tes machines, puis là, on ne veut pas les voir parce que c'est pas beau, puis ça fait du bruit. Puis... Alors, souvent, l'affaire, c'est on les met sur les toits. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est des coordinations. C'est sûr, c'est un peu plus compliqué des fois. Des fois, c'est moins compliqué, mais des fois, il faut faire de la place en dedans du bâtiment pour placer ces machines-là. Mais quand c'est bien pensé au début, d'habitude, ça fait assez bien. Puis le but, c'est d'offrir des espaces qui ont les meilleures vues, des espaces qui ont le meilleur soleil, puis qui deviennent finalement un peu la photo que tu mets dans ton site web pour voir la vue, puis c'est quoi l'expérience d'un espace collectif sur les toits aussi. Alors, c'est ça. Donc, c'est un concept.
mettons. Il faut que ça fasse partie de ton concept, puis il faut que tu décides de mettre un peu d'argent pour l'aménager. Mais, encore une fois, une toiture verte, c'est moins cher que faire, mettons, un dallage sur plot avec des matériaux. Un dallage sur plot. C'est quoi? ça? C'est juste les revêtements en pierre qu'on peut mettre sur un toit pour marcher dessus. C'est une terrasse. Oui, une terrasse, ouais. OK. C'est des dalles. Ça OK. coûte cher. Ça coûte cher. OK. Mais un toit vert, ça coûterait moins Ça cher. coûterait moins cher. Ah, OK. Moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, étant directeur de la stratégie environnementale et régénérative, là, dans vos projets, comment ça se passe? Les clients viennent vous voir. Est-ce que à l'entreprise pour laquelle tu travailles, est-ce que c'est d'emblée, tu travailles directement avec les architectes pour créer le projet? Est-ce que c'est le client qui fait la demande? Comment ça se passe? Ça dépend des différents bureaux. Moi, ça reste que je suis un architecte concepteur. Donc, j'ai mes clients, j'ai mes projets. Puis, on travaille avec des petites équipes. Ça donne que avec mon rôle, je suis impliqué dans d'autres projets également. Je peux m'asseoir avec eux, puis on peut brainstormer sur des solutions. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, là? Dans le sens où tu peux t'occuper de clients de A à Z, mais tu peux aussi aller aider en termes de stratégie environnementale d'autres équipes. C'est ça que tu veux dire? Exact. OK. Ça reste que je reste on the side. J'ai aussi des projets sur lesquels je travaille. Puis, donc, c'est un peu des deux. OK. Mais c'est un rôle à toujours essayer de redéfinir et tout ça. Puis, c'est toujours un rôle aussi d'éducation, puis de mentorat peut-être plus aussi. À l'interne. De coacher, des collègues sur ces enjeux-là. Mais mon rôle, je dirais que c'est où est-ce que je trouve qu'il prend le plus d'importance quand je travaille sur des plus gros projets, c'est s'assurer que tout le monde se parle. T'sais, on va parler tantôt peut-être de négligence collective, on va parler de ces sujets-là. Oui. Puis j'ai toujours mes collègues ou aux étudiants avec lesquels j'ai travaillé, si tu fais un projet vraiment écologique, deviens chumé avec tes ingénieurs ou deviens comme ami avec tes professionnels pour comprendre de manière empathique c'est quoi ses préoccupations, pourquoi il me demande de faire ces éléments-là, comment est-ce que je peux faire moi pour le challenger, pour que lui, son concept, il soit aussi intéressant que mon concept, puis qu'on travaille en équipe. En création collective plutôt qu'encore là en maudit silo. Exact. Là. Ça m'est déjà arrivé de demander, je demande toujours aux ingénieurs, peux-tu m'expliquer comme si j'étais un enfant, ou peux-tu me faire un dessin sur une napkin, puis là, il me l'explique. Puis pendant qu'il me l'explique, moi, après, je le prends, puis je le redessine, mais comme bien, à l'échelle. Parce que les architectes dessinent mieux que les... Mettons, il a fait un dessin à la main, moi, je leur dessine à l'ordinateur, on fait une maquette 3D, on essaie de comprendre par où passe l'énergie, par où passe l'eau. Puis, je remonte ça à mon ingénieur, puis mon ingénieur m'a dit « Hey Manu, j'avais jamais pensé que ce que je faisais pourrait être aussi sexy. » Je suis comme « Mais là, toi, t'as compris, moi, j'ai compris, puis on est tous excités par la chose. Puis là, on peut commencer à parler d'architecture en même temps qu'on parle des systèmes. » C'est cool parce que c'est comme, tu as les outils pour être capable de mieux vendre l'idée, tu sais. Souvent, quand t'as pas l'outil puis que c'est juste dans la tête d'une personne, c'est dur à vendre, là. Vendre ou même comprendre. Oui, tout à fait. Ben, c'est qu'en fait, tu le rends concret aussi. Tu sais, c'est-à-dire que tu dis, tu prends l'idée de la personne, tu te dis, elle est super bonne ton idée, mais voici ce que ça va avoir l'air dans la vraie vie. Fait que là, tu viens valoriser le travail de ce qu'il a fait. Tu viens tout de suite de créer un point de contact au niveau du dialogue, parce que ça se peut qu'ils te disent, c'est drôle, hein, mais là, vu de même, je repenserai à mon affaire. Exact. Ça se peut, ça aussi. Ça arrive tout le temps. Puis après, on fait des va-et-vient, puis on essaie de comprendre, mais je pense que c'est le rôle, mettons, d'un bon architecte de 2025, de mettre un peu plus d'efforts à essayer de comprendre ces systèmes-là. Tu sais, on nous a pas enseigné tant que ça. C'est quoi, mettons, la mécanique, les thermopompes, les ventiloconvecteurs. C'est pas enseigné en architecture. Ils nous enseignent les bases. Après, c'est dans ta carrière que tu finis par comprendre la mécanique du bâtiment ou la gestion de l'eau ou la structure. La structure aussi, c'est un autre enjeu super intéressant. Alors, à force de faire des projets, à force de poser des questions, tu commences à comprendre la base de chacune des disciplines. Alors, tu peux t'asseoir avec eux et regarde, je le fais de même. Je dis, mais pourquoi tu le fais de même? Mettons, si tu avais 3 fois plus de budget, tu le ferais comment? Tu sais, juste pour comprendre c'est quoi ses limites. Les possibilités. Imaginons le mieux, Exact. Alors, c'est là où est-ce qu'on commence à être créatif, nous, mais on est créatif dans la discipline des autres et on se permet de les challenger. Puis moi, je dis ça à mes collègues, il faut que tu sois un expert de challenger tes experts. Il faut que tu aies un expert qui challenge tes experts parce qu'on ne pourra jamais tout être bon dans tout. On peut juste, ils sont là pour faire les calculs, les autres connaissent la matière. Nous, on est comme des intégrateurs. On essaie de comprendre comment est-ce qu'on va prendre tous ces éléments-là, comme je disais tantôt, dans une approche systémique et trouver des solutions en fait, un changement qui amène plusieurs solutions. Au lieu de faire un changement qui va amener 3 autres problèmes dans d'autres. Donc, tu pognes le panier d'épicerie et tu te dis, c'est quoi la meilleure recette que je peux faire avec ce que tu as acheté? Exact. C'est un peu ça. Ouais.
Puis, dans le fond, c'est comme si l'architecte devient le porteur de l'intelligence collective, dans le fond. Peux-tu le renommer comme ça? Oui, ça fait partie de notre travail, oui. Puis... Dans un projet, il y a plusieurs niveaux d'intelligence parce qu'après, il y a aussi la question donc client. Il y a aussi les usagers d'un bâtiment. Il y a des experts environnementaux. Il y a même la population. Alors, mais est-ce que l'architecte doit prendre toutes ces alors, je pense qu'on devrait. On devrait toujours... je pense qu'on devrait appliquer ces nouvelles manières de faire dans nos processus standards. Il y a un concept qui s'appelle les processus de conception intégrés. Maintenant, de plus en plus, c'est demandé par des certifications LEED. Puis c'est des meetings en début de projet où tu intègres tout le monde pour essayer de trouver les problèmes. Oui, c'est ça. Puis converger dans une problématique, puis après, essayer de trouver des solutions. Puis je trouve que souvent, les gens ils ont peur de ça parce que il y a encore beaucoup de silos. Puis les gens, ils travaillent souvent un petit peu en silo. Alors, le plus que tu es capable de développer des ateliers qui amènent les connaissances de tout le monde, puis qu'on converge sur les problèmes, le plus qu'on va être capable de résoudre ces problèmes-là de manière collective. Alors, mais vous faites des ateliers de travail. On en fait de plus en plus. Moi, j'ai commencé à en faire personnellement avec le Cercle Vert, où je t'avais invité. Pour moi, c'était une manière d'essayer de trouver un outil pour trouver un consensus, puis j'ai réalisé que l'outil devenait l'objectif final. C'est-à-dire que l'atelier, le fait de se parler était déjà un résultat en soi. Puis pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Puis j'ai déjà eu des collègues ou des gens dans mon domaine qui sont un peu reculants dans ce genre d'atelier-là, puis ressortent et me disent... Pourquoi tu penses qu'ils arrivent en reculant? C'est parce qu'ils ont peur de se faire challenger, justement? Ben, tout le monde a peur de se faire challenger, mais c'est surtout aussi, des fois, tu penses que ça peut être long. Tu penses que, il y a trop de monde. Puis c'est bon pour l'ego d'avoir raison. Exact. Fait que ça prend... Il y a beaucoup de... Non, mais pour vrai, il y a beaucoup de monde qui carbure à ça, à avoir raison. Ouais. Moi, c'est drôle. Plus je vieillis, plus j'aime ça avoir tort. Ça, je travaille avec Bianca. Mais... non, on aime tous avoir raison, mais je pense que ça prend un genre de rôle de leadership, mais qui est empreint d'humilité puis d'empathie. Alors, ça veut dire, on va essayer de prendre tous ces gens-là autour de la table, on va leur poser des questions, on va essayer de comprendre comment ils pensent, puis après, on va prendre une décision, c'est sûr, ça reste notre job de dessiner des trucs, mais au moins les gens, dans la prochaine étape, quand je leur montre mes idées, ils vont dire, on a quand même parlé de ça il y a 3 mois, puis il m'a écouté, puis tu vois, je reconnais un peu de mon idée à travers ici. Puis ça s'applique tant aux usagers qu'aux autres professionnels. Mais c'est meilleur pour l'adhésion. Puis même nous, quand on prend des décisions, on se sent encore plus intelligent parce qu'on a écouté tout le monde. Ouais. Là, je veux pas qu'on l'échappe, le cercle vert, là, parce que moi, je sais c'est quoi. Toi, je sais pas. Tu sais c'est quoi, mais ça serait le fun qu'on l'explique. C'est quoi le cercle vert? C'était une initiative en début de pandémie. On était tous enfermés, puis on était tous à essayer de faire du pain ou genre. On a fait beaucoup de pain. Toi, tu faisais-tu du pain? Non, mais j'ai appris des chansons. Puis j'ai fait le Cercle Vert. Puis le Cercle Vert, j'ai un ami qui m'appelle un soir. Il dit, Manu, il n'y a rien à faire. Je dis, non. On sauve-tu la planète? Je dis comme, ouais, on va sauver la planète. OK. Comment on commence? Relax. Là, on a commencé à faire un brainstorm. C'est tout du monde dans la construction, des experts environnementaux, des ingénieurs, moi. On va être un petit groupe, là. Puis après, on s'est dit, on va faire un atelier avec 30 personnes au moins. Puis on va essayer de trouver comme c'est quoi. On va converger vers des problèmes. Puis on va dire, OK, ce problème-là, une fois qu'à 30, on va dire, c'est ça le problème. On va essayer de trouver des solutions ensemble. Okay. Fait que là, le projet qui était un projet un peu de communauté de pratique, genre un hobby de soir, là, est devenu comme un genre de trip avec une couple d'amis où est-ce qu'on crée des ateliers qui étaient assez drôles. Il faut que ça soit drôle quand même si tu veux engager les gens à se connecter sur un Zoom à 8 h le soir. Là. C'est sûr. Puis, on essayait de faire de la prospective, c'est-à-dire qu'on crée des scénarios dans le futur. Et les gens devraient trouver des solutions en gang, mais sans les contraintes actuelles. Donc, c'est quoi une ville, mettons, s'il n'y a plus de voitures sur les rues? Bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais pousser des légumes? Est-ce que tu fais revenir des espèces animales en ville? Est-ce que tu crées des rivières puis tu fais comme OK, les gens mais là, comment ça fonctionnait? Moi, ça m'énerve. Je deviens énervée parce qu'on a fait, pour ceux qui nous écoutent, là, on a fait l'épisode avec Marie-Michel Larrivée qui fait de la prospective dans sa vie ce matin. Ouais. Fait que là, moi, ça m'énerve bien raide parce que je trouve que c'est justement de la création à l'état pur. Ouais. Là, je veux savoir comment votre atelier fonctionnait. Est-ce que vous partez d'une contrainte que vous vous mettez, mettons, on ramène les animaux en ville? Est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez ou comment ça marche? OK, je peux donner des exemples. Le premier, c'est qu'est-ce qui arrive en 2050. C'est un voyage dans le temps. Donc, en 2050, les voitures sur les routes, ça n'existe plus. C'est tout dans les airs. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces 40% de la ville, quand même, là, qu'on parle? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du logement social? Est-ce qu'on fait... Alors, comme là, mais tu lances cette idée-là, puis
C'était comme un jeu de société. On avait vraiment travaillé. J'ai un ami qui avait parti une business en design thinking. Ouais. Puis lui, il m'avait beaucoup coaché. Salut Cédric. Puis, donc, on avait vraiment développé sur Miro, vraiment comme des cartes, comme de jeux. Puis là, il y avait des étapes. Miro, juste pour ceux qui savent. Miro, c'est un canevas virtuel là, en ligne. C'est un outil de travail. Ouais. Un outil de travail. Okay. Là, vraiment, on a créé les gens, choisissaient leur personnage, puis on essayait de rendre ça drôle comme un jeu pour que les gens embarquent. Ouais. Puis, il y avait cet atelier-là. Il y en avait un qui était un peu inspiré par le film Wall-E. Donc, encore un film encore plus loin dans le futur, où la Terre est recouverte de déchets. Fait que là, les gens devaient choisir des objets, puis les redesigner pour qu'ils ne deviennent jamais un déchet. Ça, c'était un autre atelier. Ouais. C'est ce genre de... C'est toi qui choisissais l'atelier à chaque un jour, session? on va le faire ensemble. Je veux tellement faire ça. Mon Ouais. Dieu, pourquoi ça m'énerve comme ça? Je sais pas. Puis, C'est vraiment excitant. Ben, moi, j'étais allé, puis c'était une belle gang. Oui? Ouais. C'était pendant la pandémie, là, fait que, tu sais, on va être honnête, je sais pas où ça mène ma forme, là. mais je garde un bon souvenir de ça, parce que je vais te dire, honnêtement, j'ai crissement rien compris. Dans le sens que, moi, j'y allais parce que je te connais puis je te trouve cool, mais je savais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Ok. Fait que j'étais comme... Puis T'arrivais en sans plus, attente. c'est quoi? On le referait sur le même sujet. Je suis pas mal sûr que je dirais même pas les mêmes affaires. c'est sûr. Ça Parce change tout que le t'as temps. tellement évolué ma pensée par rapport à ça. Exact. Fait que ça, c'est un projet... Là, il est comme un peu sur le hold parce qu'on est tous revenus au travail puis on a tous Ouais. d'autres trucs. Puis là, ils mais veulent qu'on revienne au mais bureau, les ateliers sont faits. J'en ai peut-être 5 ou 6 différents. Puis j'ai une amie qui m'aidait à les faire, le côté graphique, pour que ça soit comme le fun. Puis je me dis, j'ai même été contacté, transformer ça peut-être en formation. Tu commences avec un atelier drôle, puis après, tu finis avec une conférence ou une J'adore présentation sur un ça. sujet. Parce que l'idée, c'est... Puis à force d'en parler d'environnement, là, je me sens que je me répète, puis ça m'énerve, je te l'avais dit. Oui, mais mais mettons moi, que... je l'accueille, c'est nouveau. Oui, oui. Mais quand tu fais un atelier, on dirait que tout le monde parle et tout le monde trouve des idées. Puis même des gens trouvent des meilleures idées que moi, j'avais peut-être déjà oui. dans ma tête. Puis c'est Ben ça l'objectif. Oui. Alors, si on est pour trouver des solutions, j'aime pas qu'on parle juste de problèmes. Puis c'est pour ça que ça va mieux qu'on pense. C'est un bon podcast. C'est plutôt essayer de trouver ensemble, tu sais, un narratif ou une image mentale de ce que pourrait être, tu sais, une société à échelle humaine, avec des plantes, puis où est-ce que tout le monde n'a pas besoin de conduire pendant plus que 15 minutes. tu sais. Oui. Toi, tu crois à ça, les villes 15 minutes? J'en dessine. Tu dessines des villes On 15 dessine minutes? au bureau, on dessine des quartiers qui sont plus denses et tout ça. Puis c'est quoi la question? Ben non, mais je veux dire, c'est parce que ce mouvement-là des villes 15 minutes, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui voient ça comme une mesure de contrôle. Ben non. Tu sais, chez les complotistes, là, je le vois, moi, parce que je me tiens sur plein de sites. C'est vraiment plus Mais- une question de créer une espèce de densité de fun. Comment est-ce qu'à côté de chez toi, tu peux avoir accès à tous les services de proximité que tu as besoin, des endroits culturels, des endroits pour aller avoir du fun avec tes amis. À le plus Belleuil, c'est proche ça qu'ils possible. veulent faire, le quartier que Pierre Thibault veut faire à Belleuil. C'est de dire, tout est là. Exact. Tu sais, tout est là. Puis j'espère que ça va voir le jour parce qu'il me semble qu'on a besoin de ça. Puis en même temps, c'est peut-être pas un centre-ville qu'on a besoin, mais c'est des centres-villes. Plusieurs centres-villes. C'est ça. Puis on a déjà, je pense que l'idée des quartiers, moi je trouve ça fascinant, les quartiers, parce que souvent, ils ont leur propre personnalité. Fait que peut-être que les stratégies sont pas bonnes partout. Peut-être qu'un quartier, par rapport à leur type de végétation, par rapport aux ruelles qu'ils ont à l'intérieur, par rapport aux cultures, aux ethnies des gens qui vivent, ils ont peut-être des choses qu'ils veulent explorer différemment que d'autres. Puis finalement, la ville devient un ensemble de petits quartiers qui ont chacun leur personnalité, qui ont chacun leur stratégie, puis leur manière de vivre ensemble. Ben, comme New York, hein? Tu sais, quand tu vas à New York, je veux dire, les différents quartiers ont leurs différentes énergies. Ouais. Ben, T'sais? on a ça aussi à Montréal. Oui, là. ben c'est juste oui, une question oui, de oui, les, de plus en plus, de dans les plusieurs. embellir puis les améliorer. Oui, oui. Puis certains ont besoin de plus d'amour que d'autres, Ouais. mais il y en a d'autres qui naissent. Tu sais, comme Verdun, entre autres. Tu sais, moi, le Verdun que j'ai quitté, c'est pas le Verdun que c'est. Mais là, j'ai plein de regrets là, par rapport à ça. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que je pense que ça. Ben, tu sais, puis le plateau que j'ai habité quand j'étais jeune, c'est totalement pas le plateau que, tu sais, que je vois maintenant, là. Tu sais. Mais moi, je suis curieuse de. C'est quoi qui est arrivé pour que tu focuses là-dessus dans ta pratique? Comme Quel traumatisme j'ai eu. C'est quoi ton traumatisme? C'est quoi ton trouve? Parle-moi. En fait, il y a des origines, puis après des éléments déclencheurs, Ok. je pense. Puis là, l'origine, moi, je viens du Pérou.
Oui. Mais mon père est sociologue. Il a travaillé beaucoup à défendre le droit des travailleurs dans les mines. OK. Ma mère est infirmière, tu sais, puis c'est quelqu'un qui voulait beaucoup aider, puis c'est quelqu'un de très créatif, ma mère. C'est une excellente cuisinière, Au d'ailleurs. service de. Tes deux parents sont au service Oui, de. donc je pense que j'ai grandi un peu dans cette mentalité-là. Puis quand j'ai voulu être architecte, je voulais vraiment essayer de faire les choses le mieux possible pour essayer de régler des problèmes. Puis je pense que ça vient d'être là. Après, les éléments déclencheurs, je dirais, dans l'université, on a participé à un concours pour créer une maison solaire. C'était un concours où il fallait construire soi-même la maison solaire. Et puis, donc, on a travaillé avec des ingénieurs, on a travaillé avec des architectes d'autres universités. Puis, c'était super concret. Alors, c'était là où on a fait des formations, on a compris c'était quoi des fourrures. Là. Dans des murs, c'est pas de la fourrure animale, là, c'est des barres résilientes pour supporter les ben là, on revêtements. vient d'apprendre. OK. Quelque chose Mais ça, c'était Je drôle. pense qu'on va finir l'épisode avec comme une liste de mots Un lexique. vocabulaire. On va avoir un lexique à la fin. On va vous faire un lexique, la fourrure. C'est pas ce que vous pensez. C'est une manière de le dire. Mais c'était drôle parce que nous, comme jeunes architectes, disaient on pourrait mettre de la fourrure des murs pour isoler, pour vrai. Tu sais. Puis là, ça nous a donné plein d'idées. Puis, donc, ça a été un élément très, très concret. Puis après, je suis allé en Chine. J'ai eu un stage en Chine où j'ai travaillé pour des architectes qui étaient très, très écolos, qui ont importé une technologie canadienne de terre écrasée, là, Rammed Earth, en Chine pour faire un projet avec un bureau américain. C'est-tu les terres diatomées? C'est ça? Non, c'est pas un marqueur. Non, c'est vraiment Rammed Earth, là, terre écrasée. Terre écrasée. OK, mais ça sert à quoi, cette terre écrasée? Ben, tu prends la terre sur un site, puis tu la transformes comme si ça avait un bloc? de ciment. Tu redistribues un peu ces particules, puis tu la retapes. Puis là, tu crées des murs aussi forts que du béton. OK, fait que la terre écrasée, c'est des murs. C'est des murs. OK. Puis Des murs en terre écrasée. Fait que tu fais comme une espèce de coffrage. Ouais. Puis tu envoies la terre Puis là, tu la dedans. tapes. Puis là, tu la piles. Exact. Faut qu'elle soit très, 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 très dure. Fait que là, on faisait un projet qui est un ensemble résidentiel et toutes les murs du bâtiment étaient la terre du site même qu'on avait utilisé pour créer la structure. C'est intéressant, ça. Ouais. Alors qu'on parle de matériaux renouvelables ou locaux, tu peux pas avoir plus local que la terre que t'es Ben oui. en dessous de toi. Oui, puis pourtant, on creuse pour faire des fondations. Exact. Fait que cette terre-là, on pourrait la réutiliser dans la structure. Ça ne s'adapte pas à tous les types climats, de là, les types de terre, tous les climats, Ouais. mais quand même, dans ce projet-là, ça marchait. Puis mon premier projet construit, c'était un bar à vin. On faisait des tests pour le mur, les murs, puis c'était un mur en terre avec un mur en bois avec les bouteilles. Puis c'était vraiment cool. Donc ça, c'est un déclencheur, là, travailler avec des gens qui pensaient à des méthodes de construction qui étaient différentes. Fait que tu es allé en Chine. Puis, cet architecte-là, mon mentor, d'ailleurs, Rafer Wallace, qu'un jour vous devriez interviewer, il est revenu au Québec. Il est devenu un expert. Il est québécois? Oui. OK. Oui, Il c'est ça. s'appelle C'est deux Québec. Rafer Wallace, un architecte. Parles du français? Oui. Ah. C'est le gars de Sherbrooke. OK. Ben, il Puis- faut qu'on découvre Ben oui. M. Wallace. Ben oui. Oui, on va l'inviter. Tu puis, as-tu son contact? Oui. Ben oui. OK, parfait. Veux-tu qu'on Non, l'appelle- mais... veux-tu qu'on l'appelle tout de suite? Non, on l'appelle live. Puis, pourquoi j'en parle, c'est pas juste un name drop, c'est parce que lui est devenu un expert international sur la qualité de l'air dans les bâtiments. Donc, après sa firme d'architecture, il a parti une fondation, puis une certification de qualité de l'air. Donc, ils mettent des sondes dans les bâtiments pour comprendre c'est quoi la composition de l'air. Et puis, les choses qu'il me raconte sont assez extraordinaires. Là, comme, Dis-nous. ben, tu sais, on respire à peu près 12 000 litres d'air par jour, là. OK. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air. En effet. La plupart du temps, dans les bâtiments neufs, il n'y a pas de réglementation sur qu'est-ce qu'on met dans les matériaux. La transparence des matériaux, on ne sait pas de quoi ils sont Comme faits. le MDF, là, il y a quelque chose Les là, par MDF. tous les retardateurs de feu, de flammes, toutes les flammes, toutes les peintures, les vernis. Il y a énormément de produits qui sont nocifs pour la santé. Puis, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Alors lui, il a travaillé un peu là-dessus, puis il travaille beaucoup là-dessus, puis il essaie de trouver des meilleures manières d'améliorer la qualité dans les bâtiments. Parce que quand on parle d'environnement, puis ça, c'est une autre approche, c'est quand les gens vont réaliser que le bâtiment, la manière qu'il construit, les matériaux qu'il utilise, ont un impact sur leur santé. Moi, je pense qu'ils vont commencer à faire des moves un peu différents. Oui, ben les synthétiques. Mais tu sais, même aussi dans les résidences, toute la notion de radon, tu sais, dans les années 80, 90, c'est un gaz qui s'échapperait de la Terre, qui s'échappe de la Terre dans certaines régions du Québec. Puis si ton plancher, par exemple, de sous-sol est fendu, ben là, il pourrait, tu me diras, là, si je commence à aérer, là, ramène-moi, mais le radon sort de Ce gaz-là. ce gaz-là
et c'est un gaz extrêmement toxique. Ah ouais? Puis il y a des réglementations par rapport au radon, mais dans les résidences. Mais dans les bâtiments industriels, on ne sait pas trop c'est quoi qui... On ne sait pas qu'est-ce qu'on respire. T'sais, rappelle-toi les fameux plafonds suspendus là, en mousse comme funky qu'il y avait dans les écoles. Là. Ça, là, quand tu respires ça, là, tu le voyais, là, ça commence à s'égrener. Là. D'après moi, ça nous a magané un petit peu. Ça. Il y a plusieurs choses qui nous maganent. Ouais. Fait que là, mettons, si je continue sur mes autres déclencheurs. Oui. On a fait une parenthèse. Oui. Ça a été aussi... une amie m'a demandé de faire une conférence sur l'agriculture urbaine. Parce que moi, ça m'intéressait beaucoup, la question de verdissement des toits, comment est-ce qu'on peut rapprocher les processus de C'était-tu avec Véro? C'était-tu avec Véronique? Non? C'était pas avec Véronique, non. Mais non, c'est pas avec Véronique. OK, Véronique Lemieux. Oui, une amie commune aussi. Non, mais avec elle, c'est tout le même milieu de gens qui sont pour le verdissement, puis pour l'agriculture urbaine. Puis c'était vraiment quand j'ai commencé à lire sur le sujet là, pour me préparer pour la conférence. Parce que tu n'étais pas tant connaissant du sujet? Non. C'est vraiment une approche d'architecte. Je me suis dit, il faut vraiment que les toits servent à quelque chose. Puis, tant qu'ils servent à quelque chose, on pourrait juste rapprocher les processus de fabrication alimentaire. Alors, ça faisait... Pour moi, c'était comme un peu une logique. Mais là, tu commences à lire là-dessus. Tu te dis, oh my God, je pense que j'ai arrêté de manger de la viande pendant 2 mois. Puis là, après, j'ai commencé à chercher. Puis je me suis dit, bon, il y a clairement un lien. Puis encore une fois, c'est l'approche systémique entre la nourriture, la gestion des déchets, tout ça qu'on nous apprend pas vraiment, qui n'ont pas un lien avec l'architecture, mais la manière que tu aménages le territoire, la manière que tu aménages les quartiers ou les villes. Mais pourquoi on ne serait pas capable de rapprocher certains de ces nécessités, finalement. On le voit, nos villes, d'ailleurs, la ville de Montréal n'a pas été pensée pour la gestion des déchets. Puis tu le vois que c'est ici que ça va le plus mal. C'est plate à dire, là, je ne veux pas leur faire de peine, mais c'est ça pareil. Oui. Alors, quand tu regardes la ville, il y a des endroits qui étaient, dans le fond, dans le temps dédiés à la production alimentaire, qui sont devenus maintenant des centres commerciaux, qui sont devenus des espaces industriels. On voit des espaces qui étaient des milieux humides ou des forêts qui n'existent plus dans la ville. Alors, moi, je pense qu'il faut... il y a une bonne réflexion à faire par rapport à est-ce qu'on serait capable d'utiliser, parce que tous les endroits proches de l'eau, donc toutes les villes sont situées proches de l'eau, mais c'est aussi les endroits où les terres sont les plus fertiles. C'est aussi les endroits où il y a le plus de biodiversité, où il y a le plus d'oiseaux, ou toutes les espèces. Là, je dis oiseaux parce que dans ma tête, j'ai une statistique qu'on trouve à peu près 300 espèces d'oiseaux à Montréal. Oui. Puis, tu sais, sur à peu près 475 dans toute la province. Fait que c'est ça, tous les animaux sont dans les mêmes endroits. Proche de l'eau, proche des villes. Alors, ça revient un peu à l'idée initiale de penser à la biodiversité. Comment est-ce qu'on fait pour concevoir nos villes en pensant aussi aux autres espèces avec lesquelles on partage? Oui, en fait, c'est pas juste de prioriser l'humain, c'est prioriser tout l'écosystème au complet, parce qu'on a besoin de tout ce monde-là, parce qu'on va être mal barré si c'est juste des pigeons. Là. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait d'autres choses. Là. Exact. Fait que ce serait ça. Puis après, à travers ma carrière, on a participé à des grands concours aussi, où on devait développer les stratégies, mais pas juste concept d'un bâtiment, on devait fournir des preuves, des statistiques, des simulations, des données. On a travaillé avec des ingénieurs, calculer l'impact carbone de tout ce qu'on faisait, parce que tout ce qu'on fait a un impact carbone. T'sais. Alors, tu commences à avoir des tableaux, puis tu te dis, OK, finalement, le bâtiment, c'est vraiment pas le problème. C'est quoi? C'est les matériaux qu'on a utilisés pour le bâtiment. C'est pas le bâtiment lui-même, c'est comment les gens se rendent jusqu'au bâtiment. Bien, justement, ça me fait penser à tout ce qui est certification en bâtiment commerciaux. BOMA, LEED, machin. BOMA, LEED, puis tout ça. Tu penses quoi de ces certifications-là? Est-ce que c'est juste un checklist puis les gens les utilisent un peu à leur sauce ou ça fait vraiment une différence? Non, c'est un pas dans la bonne direction. Okay. Ça a permis à beaucoup de monde d'avoir une notion comprendre les notions de base de certains enjeux. Après, moi, je trouve que c'est comme la bonne pratique. C'est comme la base de la base. Tu gagnes des points parce que tu jettes pas tes déchets dans le fleuve, puis tu gagnes des points parce que tu mets un tapis qui est recyclé. Alors, moi, je pense qu'on devrait aller plus loin que ça. Alors, ça n'empêche pas que les certifications sont là, puis on doit les utiliser. Mais je pense parce que les industries les utilisent beaucoup pour flasher. Là, comme nous, on est LEED All, nous, on est... Oui, mais tu sais, en même temps, plus que le LEED est élevé. De plus en plus, elles sont de plus en plus contraignantes, elles sont plus demandantes, fait que c'est bon qu'elles existent. OK. Je ne suis pas rien contre ça. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un outil que tu ne devrais pas justifier. Je comprends. Ton concept devrait être écologique par la manière qu'il engage les gens à utiliser le bâtiment différemment, par la manière qu'il reconnecte avec la nature, par la manière qu'il utilise l'énergie disponible à travers le soleil, le vent, la terre. Alors, pour moi, ça, c'est plus important que cocher 2-3 cases dans une liste. Pour moi, c'est plus important, juste à mes collègues, de planter plus d'arbres dans un terrain
que de cocher 2-3 cases dans une Mais liste. quand tu plantes des arbres, tu peux cocher 2-3 cases aussi. Aussi. Mais moi, quand tu plantes des arbres, puis c'est encore une fois, on parle des fois au bureau de tree hugger, mais Oui. j'ai comme une obsession avec les arbres parce que c'est tellement peu d'efforts à mettre sur un terrain et avec tout ce que ça t'amène comme bénéfice, c'est incroyable, puis ça amène la valeur à ton bâtiment. C'est du service environnemental. C'est tous les services que ça peut avoir. Alors oui, j'essaie toujours d'en mettre le plus possible. Et c'est là aussi, c'est notre rôle de travailler encore plus avec des architectes de paysage. Peux-tu en nommer une couple, là, juste pour que je les aide dans un moment précis, tous les services écologiques rendus des arbres? OK. Ben, premièrement, ils nous aident à contrôler les changements extrêmes de température. Bon, ils te protègent du soleil, ils te protègent du vent. Ils aident à emmagasiner l'eau. En fait, ils absorbent l'eau. Et c'est pas seulement l'arbre, en fait, c'est tout l'écosystème souterrain. Le réseau racinaire. Racinaire, les mycorhizes, tous ces éléments-là, micro-organismes, c'est eux qui vont absorber l'eau. Puis c'est aussi eux qui vont absorber le carbone. Ouais. Alors, le monde pense que c'est tout le temps l'arbre. Non, c'est vraiment aussi le sol en santé avec toutes les espèces, les milliards d'espèces qui vivent là-dedans qu'on voit jamais, qui vont absorber l'eau et qui vont absorber le carbone. Après, il y a, ça donne de l'oxygène. Oui, C'est quand très même bon ça. point. C'est quand Ce qui même est vital, on dirait vital. Ça crée des nutriments, ça crée des aliments, ça crée aussi des des habitats pour d'autres espèces. Puis les feuilles qui tombent nourrissent le sol. Puis, Exact. Fait que tu as toute une notion de cycle. On dirait que j'essaie que ce soit des choses qui m'inspirent quand je travaille. C'est des cycles continus qu'on n'a pas compris ou qu'on a interrompus quand on a mis des bâtiments. On les a interrompus quand on a mis des aménagements paysagers avec juste du béton ou des dalles de béton. Et le plus qu'on est capable de faire des espaces perméables, le plus que tu es capable de faire des aménagements qui sont inondables, où ce que l'eau va pouvoir rentrer dessus, bien, tu vas avoir 2 fois plus d'espèces animales. Tu sais, c'est comme un ratio. Là. Quand il y a de l'eau, il y a 2 fois plus d'animaux. Le plus que tu utilises finalement l'espace naturel comme une deuxième salle mécanique. Tu utilises l'espace naturel comme le poumon de ton projet. Puis le bénéfice, mais ils n'ont pas de prix tellement sont. Si tu as des arbres, puis qui a fait de l'ombrage, ben ça te coûte moins cher en climatisation. Si. Quand le soleil plante dans ta fenêtre, tu sais, je veux dire, puis ça bloque du vent. Fait qu'en été, tu chauffes moins. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'impacts comme ça. Puis, des fois, les architectes, ils pensent à ça après, au lieu de penser ça avant. C'est un peu ça mon point que je disais. C'est que moi, je préférais, souvent, on nous donne des architectes de paysage à la fin du concept. Je dis non, amenez-les au début du concept, puis on va planifier. Même l'ombrage du bâtiment sur les plantes, ça peut affecter le type de plantes qu'on va mettre autour. Ben oui, c'est normal. Donc, si on ne parle pas tout de suite, on va faire qu'on va décorer à la fin, on va mettre du verre un peu partout. Ben, tu vois, tu l'as nommé décoré. J'ai l'impression que le verre vient saupoudrer, tu sais, comme un peu des brillants sur un gâteau, là. Oh, on va mettre un peu de verre. Ça va être beau. Là, first thing you know, ça n'a pas été pensé. 2 ans après, c'est tout mort. Ou, par exemple, ils ont fait un petit trou dans la dalle, l'arbre, il grossit. Là, ça fend toutes les dalles parce qu'ils n'ont pas pensé que l'arbre allait grandir. Puis c'est de plus en plus, les gens sont de plus en plus conscients, les concepteurs, les architectes sont de plus en plus conscients. Je réalise, parce que j'ai travaillé avec des étudiants, j'ai travaillé comme membre du jury dans des concours architecturaux, puis des fois, j'étais un peu comme déçu. Mais des fois, je me dis, eux autres, ils comprennent. Des fois, t'es déçu parce que tu trouves que les étudiants, ils vont pas assez loin dans leur réflexion? Non, les architectes en général. Ah, les architectes? Oui. Oh, OK. Puis, mais OK. de plus en plus, c'est des notions qui sont de plus en plus mentionnées. Maintenant, il y a des règles aussi municipales qui vont demander plus de verdissement Oui. urbain. Ben, il y a même une règle là, sur les canopées, la canopée. Exact. Fait qu'à Là, il y a partir de là- la fameuse approche de 3-30-300. Là. Ouais. Oui, c'est Quelqu'un ça. l'a déjà expliqué? Ben, le Tu peux 3, le tu peux nommer le parce refaire, qu'on l'a vas-y. dit. Donc, avoir vu sur 3 arbres dans un espace public 30% couvert de végétaux, Ouais. de plantes canopées, et être à 300 mètres d'un parc. Donc ça, ce qui est cool, c'est que même si que la ville a utilisé ça pour mettre à jour ses cartes interactives. Fait que tu peux trouver des cartes de la ville de Montréal, puis tu vois les points où est-ce que tu as accès à 3 arbres, à un parc à 300 Ah mètres. ouais? Donc c'est cool quand tu regardes la ville, tu vois là, justement qu'il y a des inégalités un peu à gauche et à droite. Fait que techniquement, n'importe où t'es à Montréal, t'es censé avoir accès à un parc à 300 mètres. C'est bien ça, je Non, comprends? ce que je dis, c'est que la carte te dit où est-ce que ça n'a pas lieu. Alors, si tu as des concepteurs ou des designers urbains qui vont développer ce quartier-là, ils vont commencer. d'en avoir un. Exact. Parce qu'il y en a, il y a des quartiers où les parcs, ça se fait plutôt rare. Puis parce que là, tu sais, on dit, ouais, mais il faut loger le monde. Fait que là, on te rase un parc puis on te fait une tour. Là. Ouais. Tu sais, Il y a un autre règlement qui est nouveau dans 2 arrondissements, Mercier, Hochelaga
et le sud-ouest qui s'appelle le facteur de résilience urbaine. OK. Donc ça veut dire que quand tu as un projet, ils vont te demander de verdir le projet à un certain pourcentage, à peu près 30% du site. Mais tu peux le faire à travers des arbres, tu peux le faire à travers des espaces pour gérer les eaux, tu peux le faire avec des toitures vertes, tu peux le faire avec des murs verts. Mais ça te donne quand même la possibilité de choisir à travers tout ça. Puis le plus que ça gère l'eau, le plus que tu as de points. Alors, ça donne juste un outil pour les architectes ou les architectes de paysage, dire à ton client, bon, je suis obligé de le verdir, mais là, on s'est installé partout à 100%. On est obligé de faire une toiture verte. C'est pas toi le bad guy. Tu sais, c'est le règlement. Fait que là, tu dis, écoute, c'est ça la règle. Yes. Mais, tu sais... C'est une bonne chose, c'est une très Mais bonne chose. avant, le règlement, c'était peut-être, il faut que tu mettes une coupe d'arbre à telle distance. Mais là, maintenant, tu peux quand même commencer à travailler en 3 dimensions puis dire, il y a des solutions alternatives comme des toitures vertes. Ouais. Puis, Je dois poser la question de notre partenaire principal qui est Enviro Connexion. Donc, c'est le moment connexion. Est-ce qu'il y a une personne précisément qui t'a aidé dans ton parcours, qui t'a donné la poussée de plus dans ton parcours pour te rendre où t'es maintenant? OK. Tu l'avais pas préparé, Je ça? l'avais pas préparé. Non, mais c'est une question compliquée parce qu'il y a beaucoup de monde, dans le fond. Mais tu peux en donner 2-3 moments mais tu connexion. parles professionnel? Ça peut être ta vie. personnel aussi. Ça peut être ta vie, Dans un le game sens changer. où tu là. sens que ça t'a vraiment fait évoluer comme personne. Ça peut être professionnel, personnel. Je peux-tu y penser puis revenir ou il faut que je réponde tout de suite? Ben, normalement, c'est pas mal là. OK. Sinon, ça va demander beaucoup de montage. OK. Mais y a-t-il quelqu'un, tu te dis, moi, là, quand ça s'est arrivé dans ma vie, là, cette personne-là, là, ça a connecté tellement fort, ça m'a propulsé ailleurs, ça a changé quelque chose. Mhm. Tu sais, c'est sûr que tu vas en oublier au moins Ça peut 30. être genre tes parents, là. Tu sais, ça peut être... J'allais dire mes parents. Parce que, en fait, comme immigrant, mes parents ont quand même mis tellement d'efforts sur mon éducation, tellement mis d'efforts sur qu'on s'intègre. Tu sais, mes parents ont toujours voulu qu'on s'intègre puis qu'on fasse partie d'un projet de toi, t'es société. arrivé à quel âge ici? J'avais 7 ans. Fait que t'es arrivé à ça. Alors, moi, je pense que ça va être ça ma meilleure réponse, la plus deep puis la plus vraie aussi. Ouais. Après ça, j'ai des boss, comme mes premiers boss aussi, le boss Jean mentionné tantôt, Rafer ou Robert Thibodeau, aussi, qui étaient des premiers boss qui, ils ont une conscience environnementale, qui m'ont beaucoup encouragé de faire les certifications. Tu sais, comme au début d'une carrière, tout est compliqué. On apprend tout. Ouais. Puis là, on se rajoute encore une plus de choses à penser. Puis je dirais que c'est ça. Mais en début de carrière, là, je vais te poser une question bien weird, là, mais est-ce que tu as senti cette pression-là d'arriver comme immigrant avec des nouvelles idées qui shakaient le Québécois? Là? Est-ce que tu as senti ça en quelque part ou pas pantoute? Non. Jamais. On est tellement arrivés jeunes que je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien par rapport à ça. OK. Ce que je disais tantôt en introduction, c'était juste peut-être le désir de vouloir créer une société plus juste ou de régler des problèmes. Je dirais que c'est ça ça fait partie de mon éducation. Mais ça vient de ton éducation puis de tes parents. Tu sais, je veux dire, toute leur vie, ils ont été au service de l'autre. Tu sais, de vouloir améliorer le monde dans lequel ils vivaient. Fait que toi, c'est comme une normalité. Là, Ouais. toi. J'ai une question très technique. Parce que tu as abordé la séquestration. Oui, C'est ça? séquestration du carbone, c'est ça Séquestration que tu du veux dire? carbone. Je sais que c'est encore très flou pour bien des gens, ça. Ouais, même moi, je t'avoue que je comprends pas tout. Peux-tu nous expliquer un peu ce concept-là, Avec plaisir. s'il vous plaît? Mais il y a comme plusieurs niveaux. OK. Le carbone, c'est partout. Hein, le table ici est en carbone. Nous, on est en carbone. Ça reste comme j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du carbone juste en parlant des émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Ouais. C'est un des gaz à effet de serre. C'est celui qu'on produit le plus. Mais ça reste qui fait partie d'un cycle naturel. Hein? Mais tu dis, mettons, la table ici est en carbone. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, Ben, vulgariser comme un le envoi, bois, comme c'est du tu carbone parles. solide. Donc, Ouais. OK. c'est pour ça que quand on fait un bâtiment en bois versus faire un bâtiment en béton, ben le bois, c'est du carbone. Alors, tout le carbone qu'on a mis dans la structure du bâtiment, qu'on met dans le bâtiment, ben, il reste là, de manière solide. Il est séquestré. Puis, il est séquestré parce qu'il ne s'en va pas dans les airs pour... Mais s'il brûle, il est libéré. s'il brûle, il est libéré. Comme si cette table-là elle brûle, le carbone va être libéré. Exact. C'est ça la carbonisation. Exact. C'est ça? Puis, alors c'est pour ça que quand on parle qu'une structure en bois, ben, si tu séquestres du carbone, c'est parce que c'est littéralement une structure faite en carbone. Puis, on est capable de calculer combien ça enlève de carbone dans l'air, par exemple. OK. Voilà. Fait que ça, c'est une partie. Ouais. Après, on peut parler
du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, on peut parler de carbone intrinsèque. Donc, ça, c'est tout le carbone qui est produit pour produire les matériaux de construction pour faire le bâtiment. Ouais. Et souvent, on voit que c'est la plus grande impact par rapport au carbone d'un bâtiment. C'est pas son opération quotidienne pendant son cycle de vie, c'est tout ce que ça a pris. C'est la fabrication. L'extraction, la fabrication, le matière transport des matériaux et tout ça. C'est ce qu'on appelle le bilan de carbone, c'est Exact. ça? C'est-à-dire que ça a pris de l'énergie pour faire telle affaire. Exact. C'est ça. Alors, quand on est capable de réduire cette grande masse-là en utilisant, par exemple, des bâtiments en bois, ou en des structures en bois, pardon, on est capable de réduire de 40 mettons, l'impact carbone d'un bâtiment dans son énergie intrinsèque, là, son carbone intrinsèque. Versus des poutres en métal, mettons. Versus, ou des poutres en béton. Parce En que béton. souvent, on le compare avec le béton, parce que c'est comme OK. le pire des scénarios. Dans ma tête, le métal, même s'il peut être énergivore, on peut au moins l'utiliser comme des modules puis le retransformer en autre chose. Tandis qu'un béton, Sa fin à la de vie est là. tu le démolis, tu rases ça, puis t'enfouis ça quelque part, puis ça devient un déchet. Oui, mais il y a du recyclage de béton. De plus en Ça plus. fait. On va travailler là-dessus, Eric. Hein? On va travailler là-dessus. Moi, écoute, je suis plus dans le béton. OK. Mais oui, et on le broie puis on peut le refaire. Ouais. Mais c'est pas facile. Puis Non. déjà, juste produire le béton, et c'est compliqué. Puis en plus, c'est pas juste du béton. Hein. Les bétons, il est renforcé d'acier tout le Oui, temps. les Alors, armatures. Juste défaire tout ça, ça devient très, C'est très de la complexe. job. Alors, ça, c'était l'autre séquestration de carbone. Ouais. Mais il y en a une autre OK. qui est celle... Tantôt, je parlais d'un projet où on a fait un parc, où je ne l'ai pas mentionné, mais je l'ai eu dans ma tête. Un projet où on utilise le parc un peu comme le poumon d'un projet. Oui. OK. Donc, on a fait un concours où est-ce que le tiers du site était une forêt urbaine. Et à force de faire des calculs avec nos ingénieurs, on a réussi à réduire la production de CO2 du bâtiment dans son opération à 2 tonnes par année. Donc, le bâtiment, il faisait juste produire 2 tonnes par année. Ça, c'est pas beaucoup. Là, C'est pas pour un- beaucoup. OK. C'est pas beaucoup. C'est quoi beaucoup, mettons, pour ce type? Je sais pas c'est quoi le type On de était 100 bâtiment. fois plus, 100 fois moins qu'un bâtiment, ça ouais. serait 200 tonnes. C'est-tu ça l'affaire net zéro? As-tu rapport, ça, Entre net autres, je vais zéro? revenir là-dessus. OK, on prend net zéro, on va y revenir. Non, mais c'est parce que moi, là, j'étais avec moi, là, puis je veux comprendre net zéro, parce que je comprends rien. Et pour revenir au concept aussi de régénératif, c'est qu'on a calculé qu'avec la forêt urbaine, lorsqu'elle atteint une maturité, elle serait capable d'absorber 18 tonnes de CO2 par année. Ah, ouais. Donc ça, on parle aussi d'une séquestration dans le sens que la forêt est capable d'absorber Oui. ce carbone-là. Alors sur un site, on était capable de dire oui, on a fait un bâtiment. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a réutilisé des vieux bâtiments. Puis ça, c'est un autre défi là, écologique du futur, c'est est-ce qu'on peut réutiliser le plus possible les bâtiments, Ouais. puis reconstruire la ville à travers la ville. Et donc, ça nous a permis de faire un calcul simple en se disant, il y a un impact de planter des arbres et des plantes, puis ça veut dire qu'on absorbe le carbone. Si l'objectif, c'est de penser en termes de carbone. Ouais. Après, on a fait le calcul pour être zéro carbone. Ouais. C'est ça, zéro carbone, Ouais. c'est net zéro? Ouais. OK. Il y a différentes certifications de zéro carbone. Il y en a, la québécoise, c'est carbone zéro, ça s'appelle. Puis elles, ils ont toutes un peu des demandes spéciales, mais dans ces certifications-là, il faut que, tu diminues au maximum ta production de gaz à effet de serre, de CO2. Mais il faut aussi que tu donnes un plan de gestion à travers le temps, un cycle de vie. Il faut que tu fasses une analyse de cycle de vie de combien de carbone ça t'a pris pour faire le bâtiment. Puis, dans certaines situations, ils te demandent aussi de produire de l'énergie sur place aussi, pour compenser Donc, le solaire, carbone. mettons. Solaire ou solaire thermique ou plusieurs autres. Ah, c'est quoi donc le Aérothermie. truc, là? Ouais, géothermie. La géothermie aussi. C'est un genre de production d'énergie, mais c'est pas de l'électricité. Ça, c'est une autre affaire. Il faut faire la différence entre l'énergie et l'électricité. Au Québec, on chauffe beaucoup avec l'électricité, Ouais. Oui. mais l'énergie est là partout. Donc, elle est là dans le soleil, quand le soleil rentre dans le bâtiment, dans le vent, dans l'eau, dans la terre, pour la géothermie, par exemple. Géothermie, ouais. Tu sais c'est quoi la géothermie ou pas du Ben, tout? je sais c'est quoi, mais veux-tu l'expliquer? OK. C'est quand on fait passer des tuyaux dans la terre très profond, qui la terre est à une température stable. Alors, l'eau, souvent c'est de l'eau, c'est un type de réfrigérant, pas un réfrigérant, mais un type de liquide, qui va prendre l'énergie de la terre puis la redistribuer dans une salle mécanique qui, elle, une thermopompe qui, elle, va... Ça Quand peut tu climatiser dis- ou Quand chauffer. tu dis l'énergie, c'est que tu veux dire la température qui est Exact. à ce niveau-là. Mais les gens seraient surpris de savoir qu'on peut reprendre l'énergie de n'importe où. Tu sais, on pourrait même avoir un tuyau d'eau qui passe à côté de notre bâtiment, puis tu bloques dessus, puis tu es capable de tirer l'énergie de l'eau froide pour la rendre encore plus froide. Même, je pense qu'en Europe, en Paris, ils se connectent aux égouts. Ils sont même capables d'aller prendre l'énergie de l'eau des égouts. Tu sais, juste l'énergie, la chaleur. La chaleur. Donc, c'est ça. Donc, il y a Pour plusieurs. réchauffer quelque Donc, il y a de chose l'énergie de partout.
Puis, le défi, quand tu veux faire un bâtiment plus écologique, c'est d'essayer d'en prendre le plus que tu peux à gauche puis à droite, la garder dans ton bâtiment, donc en faisant des bâtiments super étanches avec des fenestrations réfléchies, avec une orientation réfléchie. Et après, c'est la récupérer à travers tes usages aussi. Parce que des fois, tu en fais quelque chose, mais mettons, avec un frigo, tu produis de la chaleur pour refroidir des bâtiments. Oui, c'est le principe de la thermopompe aussi. Exact. Quand tu passes à côté de ta thermopompe en été, il fait chaud en tabarnouche. Tu sais, puis ça t'aide à acclimatiser de l'autre bord. Ouais. Je me souviens plus qu'est-ce qu'on disait. Mais Non, mais on parlait de tout le carbone. Ouais. Tu sais. Fait que là, après ça, on était rendu à net zéro. Là. C'est oui, là qu'on était donc, rendu. on parlait de l'énergie en soi, qu'il faut faire la différence entre l'énergie et l'électricité, parce que c'est comme l'électricité, c'est une forme d'énergie qui est super utile pour faire fonctionner les appareils, mais c'est comme transformer ça en électricité pour chauffer des choses, c'est comme compliqué au lieu de juste prendre l'énergie puis chauffer des choses à travers. Oui, parce que l'électricité, elle va être dans un petit fil métallique. Le petit fil métallique va finir par chauffer. Exact. Puis lui, il va faire de la chaleur. Il y a des Mais au étapes. Québec, on le fait beaucoup parce que notre énergie n'est pas chère, tu sais, puis relativement pas polluante. Alors, on est habitué à avoir des plaintes partout. Ça, c'est l'ancien monde, en C'est passant. l'ancien monde. Parce que là, Ça va on se rend changer. compte que l'électricité, elle ne suffira pas. Ouais. Il faut penser à autre chose. Donc, pour revenir au zéro carbone, c'est des certifications qui te demandent de réduire ta production de GES. Souvent, avec l'hydroélectricité, ça nous aide énormément au Québec, de vraiment être bas. Puis après, tu compenses par la production d'énergie sur place. Tu peux même te connecter peut-être à d'autres bâtiments, tu sais, justement, en échange d'énergie, partage d'énergie. Ouais. Puis, ultimement, c'est des compensations de crédit. Fait que là, tu payes pour Planter des arbres. des arbres. Y a-t-il des projets sur lesquels tu travailles ou que tu as travaillé ou desquels tu es vraiment fier, qui a vraiment eu un impact positif plutôt? Oui. En fait, la plupart des gros projets sur lesquels je travaille en ce moment, mettons, les projets en design urbain, c'est des projets qui durent énormément de temps, puis c'est compliqué, mais il y a le projet Bassin Wellington qu'on fait au bureau, où est-ce qu'il y a toute une stratégie. Bassin Wellington? Bassin À Wellington, Montréal. OK, ouais. avec Sidley Architecture en passant. Puis ce projet-là, justement, on a essayé de mettre de l'avant une gestion mutualisée des eaux pluviales. Donc, on va faire des bassins qui remémorent les anciens bassins historiques, mais qui vont créer un genre de bassin baignable avec une plage. Ou ce qu'on voudrait, en fait, ce serait notre objectif d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre l'eau des bâtiments puis la traiter dans des marais filtrants. Donc, c'est un peu compliqué, là, négocier Avec ça. du roseau. Ouais. Donc, ça, c'est des projets où je me dis, ça, c'est comme un peu le futur du design urbain. Je suis vraiment fier de m'asseoir avec des ingénieurs et de dire, OK, comment on le ferait pour le faire marcher? Sinon, en termes d'architecture, il y a un projet à Laval qui s'appelle l'Espace Montmorency. Oui. Où est-ce qu'on a C'est vraiment... pas Montagny qui est là-dedans. Où est-ce qu'on a vraiment essayé de densifier un quartier au complet dans un bâtiment en 3 dimensions. Donc, on s'est attaqué à l'étalement urbain, puis on a réussi à réduire l'impact environnemental de chaque personne qui habite là-dedans parce que tu es capable de vivre, travailler, t'amuser, aller manger, prendre le métro directement par un souterrain. Et je dois te dire, c'est pas parce que t'es là, mais j'étais allé à Place Belle, fait que je suis passé par là. C'est beau en tabarnouche. Pour vrai, là, je trouve que ça a l'air agréable d'y vivre. Tu sais, juste le trip des ascenseurs, la manière c'est fait, comment t'arrives. Non, mais pour vrai, tout est pensé. Le stationnement en bas, c'est pensé. Le fait, justement, qu'on peut habiter là, on peut aller manger, on peut, tu sais, il y a comme un espace, tu fais comme, il y a comme une énergie. Moi, j'ai fait comme, moi, je suis pas très bloc, là, dans ma vie, bloc appartement, genre, whatever. Et je me disais, on dirait qu'il y a eu une réflexion. Ouais. C'était comme une expérimentation urbaine dans ce projet-là parce que un jour, je te montrerai les premiers concepts. Là. C'était vraiment intense. C'était vraiment fou, là, ce qu'on voulait faire. On voulait vraiment faire comme des rues en 3 dimensions verticales. On voulait... Puis là, à travers le temps, on a réalisé que c'était compliqué, que les locataires entre eux, ils ont des enjeux justement de privé, de gestion des sorties mécaniques, de sécurité. Alors, c'est un projet où on a énormément appris, toute la gang. Puis on est quand même très fiers du résultat parce que ça a pris 10 ans, d'un premier sketch jusqu'à la construction. Puis toi, tu étais là au début? Moi, j'étais là au début. On était une grosse gang quand même. Puis il y en a du monde qui ont suivi le projet tout le long. Moi, nous, des fois, les concepteurs, on est là impliqués au début. Puis après, on va sur d'autres projets. Okay. Donc, bravo à toute l'équipe, d'ailleurs, qui nous écoute, qui a travaillé sur le projet pendant longtemps. Mais c'est un projet compliqué aussi parce que on remet en question certains, mettons, même des règles de zonage. Tu sais, on veut superposer des programmes les uns par-dessus les autres, mais dans la réglementation, ça n'avait jamais été prévu qu'on voulait mettre un hôtel sur un logement, par exemple. Ouais, c'est ça. En 3 dimensions. Ouais. Toute la question de la gestion mécanique aussi, on a tellement appris. En structure, on a tellement appris.
On a centralisé toute la logistique de tous les commerces avec un seul kit de chargement central. On a voulu faire une forêt au centre. Bon, il y a moins d'arbres qu'on avait prévu au début, là, mais c'était quand même l'idée d'avoir un genre de butte avec une forêt au centre. Ouais, parce que ça prenait bien du stationnement aussi, parce que tu avais la place Belle, tu avais le métro, tu avais... Tu sais, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de monde qui s'en vont là. Énormément de défis pour des jeunes architectes de toute l'équipe. Mais une fois que tu fais un projet comme ça, tu dis on peut faire un peu n'importe quoi maintenant. On a appris énormément. Puis la ville était très ouverte aussi. La ville est quand même très ouverte. Okay. Je pense que Laval ont toujours voulu repenser leur centre-ville. Puis ce bâtiment-là, il est un peu comme... C'est ça, c'est un cool bâtiment de centre-ville. Qui montre qu'on peut cohabiter des espaces. Après, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, c'est sûr. Mais les toitures ont été créées comme des espaces aussi dédiés à la collectivité. Je ne sais pas si tu es déjà allé sur les toits. Là. Non, je ne suis pas allé sur les toits. Visiter, là. Il y a un corps de basket, il y a un parc à chiens, il y a un centre pour enfants. Sur les toits? Sur les toits. Il y a une piste on s'organise ça. Il y a une piste de course, il y a des cuisines collectives. Une piste de course, OK, pour courir, pas pour voiture. Oui, ils font le Grand Prix. Ils cancellent. Une piste de course pour voiture téléguidée. Oui, j'aimerais ça. Puis, il y avait aussi un projet d'avoir à peu près 14 000 pieds carrés d'agriculture urbaine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose... Il y a un projet, est-ce que ça a eu lieu? Ben oui, oui. En fait, le projet, c'est qu'on voulait avoir un fermier sur le toit qui faisait pousser des légumes puis qui allait vendre ça au commerce puis avoir un peu d'économie circulaire dans le bâtiment. Une micro-habitat là-dessus, puis ça se passe? Prochain. Là, ça fait déjà longtemps qu'on l'a fait. Puis, le projet est devenu finalement un projet de potager pour les gens qui habitent sur le fait. Donc, oui, au 21e étage et au 15e, il y a beaucoup d'espace pour les faire pousser des légumes. Alors, c'est quand même cool d'avoir cet espace-là, oui. Puis, ça vient avec la typologie, parce qu'on a fait un bâtiment en bloc comme une pyramide, mais tu regardes toujours sur le toit de l'autre. Alors, le toit devenait un peu l'espace comme l'interface sociale, l'espace vert, l'espace pour jouer à des jeux, pour faire du sport, pour promener ton chien. Alors, c'est là, mettons, on a commencé l'entrevue ou la discussion en parlant de comment repenser les bâtiments pour utiliser les toits le plus possible. C'est pas juste de mettre du verre, c'est de donner l'espace, redonner l'espace aux usagers pour qu'eux, après, ils en profitent de toutes les manières possibles. Mais je trouve que ça, c'est intéressant parce que tu parles comme d'un bâtiment d'un centre-ville, mais l'autre bord de la 15, tu as le Centropolis, qui est aussi un autre centre-ville qui est un centre-ville plus commercial, mettons. Il n'y a pas de gens vraiment qui vivent là. Mais c'est intéressant de voir que deux centres-villes peuvent cohabiter avec... Tu sais, ça représente peut-être il y a 25 ans, là, le Centropolis. Puis là, on est rendu dans la nouvelle ère. Puis là, il y en aura d'autres éventuellement aussi. Puis on a beaucoup appris... il y a des choses qu'on ferait différemment, il y a des choses qui sont des compromis, des projets de même. Un hôtelier qui arrive avec ses contraintes, on doit changer des concepts. On avait beaucoup de passerelles qui connectaient les bâtiments à un certain moment pour des questions de budget, des questions de sécurité. Ça devenait compliqué. Mais pour les prochains projets, on prend ça en note. Il y a aussi des projets de villages urbains que j'aime beaucoup en ce moment, qui sont des projets de cohabitation. Où est-ce qu'on on repense pas juste le bâtiment, mais on s'associe avec des gens pour faire un bâtiment selon leurs besoins. Donc, c'est un projet de cohabitat où on a travaillé avec des gens pour définir leurs besoins puis concevoir le bâtiment selon leurs besoins. Donc, c'est vraiment un concept fun. C'est comme une coop. Ça ressemble à une coop. Il y a de la coop, mais il y a du cohabitat aussi. Y a-tu comme un peu les concepts des mini-maisons, mettons, ou non? Non. Dans ce cas-là, on essaie vraiment de prendre un site puis on essaie de l'utiliser le plus qu'on peut pour mettre le plus de gens qu'on peut. C'est toujours ça le défi quand on essaie de faire des logements qui sont abordables. Tu veux qu'ils soient pas chers, abordables, écologiques. Puis là, tu as du MDF, puis tu veux pas ça. Exact. Mon point, c'est qu'on essaye tout le temps de tout avoir, puis à un certain moment, il faut que tu décides. Alors, avec cette gang-là, ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est penser à l'accès en propriété en gang. Donc, on est en train de faire des prototypes d'habitations que tu peux acheter, qui sont peut-être un peu plus grandes, que tu peux resubdiviser pour créer des logements, mettons, pour un étudiant qui s'en va à l'université. C'est comme évolutif. Évolutif. C'est ça, c'est un concept de maison évolutive. Toi, tu penses quoi de ça, les mini-maisons? Ça commence à se développer au Québec, là? J'en pense quoi? Mais ça va un peu à l'encontre de cette volonté-là de vouloir mutualiser les espaces communs. Ben, eux autres, ils disent que c'est un truc de mutualisation. Tu sais, c'est une tondeuse pour le quartier, un jardin pour le quartier. Peut-être que je ne connais pas assez le projet de mini-maison. Mais pour moi, je ne voudrais pas qu'un projet de mini-maison soit un projet pour s'étaler encore plus.
Ouais, tu mais en dis fait, qu'un- non, c'est ça. Parce que des C'est mini-maisons, il y en a que c'est genre, ils vont très loin, puis ils mettent une mini-maison. Non, mais c'est pas ça. Mini-maison, c'est un quartier défini, OK? Puis c'est des petites maisons où tout est mutualisé. OK. Ça veut dire que, mettons, tu dis, ouais, mais moi, je pourrais pas recevoir ma famille. Il y a un endroit où Un tu genre peux recevoir ta d'appartement, famille. ouais. OK. C'est une piscine pour la gang. Tout est mutualisé. OK. Ben, moi, ce que je te répondrais alors, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun sa mini-maison? Ou est-ce qu'on peut faire des ensembles de maisons qui sont conçues pour que tu ne vois jamais ton voisin, mais qui te permettent de Ben, réduire ton Je te empreinte? dirais que c'est ça le concept de OK. mini-maison. Parce Mais il que faudrait regarder, là, mais tu vas voir. C'est tout détaché, mais c'est fait en fonction. Tu sais, Ouais. tu partages l'espace, mais tu as ton intimité en même temps. Mais au lieu d'avoir des appartements un par-dessus l'autre, ben là, c'est des mini-maisons. Tu sais. ben, l'idée est le fun, puis ça serait de voir comment c'est fait. Ce Ouais. qu'on essaie de faire avec Village Urbain, c'est justement, en milieu urbain, on n'a comme pas le choix d'aller un peu plus haut. Oui. Puis là, ce bâtiment-là qu'on fait à la Chine, c'est 5 étages, 3 et 5. Ah, ben comme Pierre. Pierre Thibault, c'est ça qu'il veut faire à Belleuil, c'est des 3 et 5. Ouais, c'est une belle échelle. Puis là, les toits en plus sur le 3, c'est un toit agricole. Mais c'est aussi ce que la réglementation nous permet de faire aussi. Là. Ouais. Fait qu'on joue un peu avec tous les paramètres. Mais l'idée, c'est que tout ton rez-de-chaussée, c'est des grands espaces communs. Une grande Oui, cuisine, une c'est place ça. de jeu pour enfants, salle de lavage. Alors les gens, ça permet d'avoir des unités un peu plus petites pour profiter des espaces communs. Ouais. Là, on travaille sur un autre projet à Laval pour en faire un plus haut encore, avec les mêmes concepts. C'est-tu la fin des bungalows? Je pense pas que c'est la fin des bungalows. Je pense qu'il faut ensemble qu'on s'assoie puis qu'on se demande, on se pose la question, est-ce qu'il y a manière de faire mieux que ça avec les nouvelles contraintes qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on est obligé d'avoir chacun une entrée de char? Est-ce qu'on pourrait avoir Ou tu chacun peux son avoir espace? 4 chars, comme chez nous. Ou tu- Non, mais... ouais, Ou est-ce que tu veux avoir 4 chars? Mais moi, je Non, non, crois je que sais. des fois, on dessine en pensant à notre technologie actuelle. Ouais. C'est aussi des cycles technologiques. Moi, je suis persuadé que la mobilité et le transport vont devenir des services de fonctionnalité. Donc, tu vas pouvoir t'abonner puis tu vas avoir le char que tu veux quand tu veux. Oui. Oh l'utiliser. mon Dieu, Moi, Seigneur, je rêverais à ça pour fou. ça. Tu sais, au lieu qu'il traîne sa rue ou qu'il traîne dans Mais il faut aménager les villes en fonction. fonction de ça. Tu sais, moi, où j'habite, mettons, si on veut faire la mutualisation, mettons, des autos, il va falloir les mettre en quelque part, ces autos-là. Puis malheureusement, l'autobus, c'est pas trop un gros hit. Fait que, tu sais, comment on fait? Ouais, on verra rendu là. Mais, Ouais. mais j'en parle parce que souvent, on dessine les bâtiments en fonction d'une trame de stationnement aussi. Ouais. Ouais. Donc, Ben oui. donc on Oui. se base sur une technologie qui est en train d'évoluer. Tu sais, fait que peut-être que comme on parle de prospective, dans 20 ans, dans 35 ans, peut-être que la voiture ne sera pas comme on la voit de nos jours, puis peut-être qu'on va retrouver de manière bien plus efficace de Ben, transporter. souhaitons-le, parce que, tu sais, maintenant, tu achètes un condo, puis là, tu payes ton condo 500 000, puis ça te coûte 85 000 ta place de parking. Tu sais, je dirais, à un moment donné, on a un problème, là. Ouais. C'est intense. Ouais. Fait que l'autopartage pourrait être... en tout cas. Ouais. Mais peut-être un 2.0, quelque chose tu sais, qui est plus approprié aux besoins. Puis chaque fois que ces éléments évoluent, tu réalises que c'est des changements de comportement. Puis on a beau faire les bâtiments, les villes les plus écologiques au monde, si les gens ne changent pas un peu leur comportement ou s'ils ne s'ajustent pas à rapprocher un peu leur mode de vie, tu sais, on peut parler un peu plus de sobriété, on peut parler un peu de ces éléments-là. S'il n'y a pas un changement, ça va être difficile de continuer avec la manière qu'on a de développer nos villes puis notre économie en pensant qu'on va comme réduire notre impact. Fait que, C'est comme de créer une nouvelle tendance. ouais, ou d'essayer d'imaginer ensemble, ça c'est quoi la réelle tendance adaptée à nos ressources actuelles. Ouais. Ben, en fait, l'étalement urbain qu'on a fait, ça a créé l'auto-solo. Ouais. Tu sais, parce Ça n'a pas, été créé qu'avant, ça a pas été créé par des gens qui se sont dit ça c'est une super bonne idée de faire ça. Ça a été créé par des ensembles de compagnies qui Non, faisaient je du comprends. béton puis qui construisaient puis qui voulaient vendre des voitures. Tu sais, c'est comme, il y a des documentaires là-dessus, mais, Non, tu sais, mais t'as les raison. grandes villes se sont développées parce qu'il y a eu un besoin de vendre un certain... Nombre un d'autos. certain, hein? un certain nombre d'autos. Oui, un certain nombre de logements, puis ça s'est étalé pour justement vendre un produit qui était une maison avec un mode de vie qui venait avec. Ouais. Mais c'était peut-être qu'on devrait penser ça différemment. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai eu mon permis de conduire à 34 ans. Fait que les 34 premières années de ma vie, c'était avec une carte opus, là. OK. Fait que moi, c'est quand j'ai déménagé en banlieue que j'ai eu un char. Puis là, maintenant, je peux pas partir de chez nous puis venir ici au studio. Il aurait fallu que je parte dimanche. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme... ça veut dire que la plus grande partie de ma vie, j'ai vécu sans auto.
Mais là, je commence à voir que c'est un poids dans ma vie, Ouais. cette auto-là. Mais c'est, tu sais, je veux dire, ailleurs, mettons, je pense à New York, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de voiture juste parce que c'est un chial d'avoir une voiture là-bas. C'est efficace en tabarnouche, par exemple, le système de transport Oui, commun. oui, mais c'est ça, je veux dire, c'est qu'il y a moyen de le rendre sexy. Il faut juste que le système suive. Mais tu sais, j'écoutais Sex and the City, les épisodes de Sex and the City récemment. Oui. Puis j'étais comme crime, les personnages dans Sex and the City, c'est tous des gens très fortunés, là, on va se le dire. Puis ils se promènent tous en métro. Hein. Ben oui. Ben, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui prennent le métro. Mais tu sais, en ce moment, notre métro, tu sais, pour vrai, quand il aurait fallu avoir 3 à 4 nouvelles stations par année depuis l'Expo 67. Tu sais, je veux dire, oublie ça, là. Ouais. Puis il y a encore beaucoup de terrain. Tu sais, je ne connais pas un peu comment est-ce qu'on a subdivisé le territoire, là, mais je trouve qu'on se promène en voiture, il y a encore tellement de terrains qui ont l'air un peu sous-utilisés. Puis je me dis, on va raser en ce moment des endroits qui étaient des lieux agricoles, des terrains agricoles. Là, on s'en va vers des milieux humides. Là, à un moment donné, on va atteindre les forêts. Puis là, se dire, OK, bon, on serait-tu capable d'être un peu plus tête dans nos affaires? Puis aussi de trouver des manières ou des incitatifs ou des manières d'aider les gens à accéder à la propriété de manière plus facile, tu sais, plus proche. Ouais. Puis c'est ça, les gens, ils vont pas loin parce que ça leur tente non plus. Là. À un moment donné, c'est juste ça que tu peux te payer. C'est ça. Ben, moi, c'était exactement ça. Tu sais, je veux dire, si je voulais vivre à Montréal, oublie ça, là. Ça pourrait pas se passer. Mais je te dirais, puis c'est pas parce que je veux plugger, mais dans la tournée des villes, les maires et mairesses qu'on a rencontrés, ils ont mis un haut là-dessus, là, le développement sauvage, là, de dire, c'est pas grave, on va juste changer le zonage, puis on va pouvoir mettre une tour. Là. Ceux qu'on a rencontrés, c'est vraiment une préoccupation importante. Ouais. Ça, c'est Mettons que je te donne toutes les possibilités dans ta tête. La ville du futur, tu l'imagines comment? OK. Ça, on a fait des ateliers là-dessus là, avec mon équipe. Ouais. Ça va être Oui, ma personnellement. Ouais, ton rêve à toi, là. Moi, je pense que c'est une ville où tous les bâtiments sont construits comme une banque de matériaux. Tous les bâtiments sont construits avec des matériaux qui sont toujours utilisés, qui vont toujours être retransformés en quelque chose d'autre comme à travers brique. le temps. Comme des Legos. Ouais. C'est une ville où, comme on disait tantôt, tu as plusieurs petits quartiers qui sont un peu autosuffisants en termes... Ils sont capables de gérer un peu leurs ressources et aussi créer des partages entre eux, bien entendu, mais qui renforcent des liens peut-être sociaux, justement, encore plus grands. C'est une ville où est-ce que peut-être il y a une rue sur 3 qui est un parc linéaire, une rue sur 4 qui devient une rivière. Linéaire? Ouais. C'est quoi un parc linéaire? Ben, tu remplaces la rue par justement des parcs très longs. OK. On pourrait marcher. Pour marcher, ta pour rue, c'est un faire parc. du ski, pour... Comme planter des légumes. comment ça s'appelle le Highline à New York? Comme le un parc Highline. linéaire. Une ville où est-ce qu'une rue sur 6, c'est une rivière. Donc, on fait ressortir toutes les rivières souterraines qui existent, mais qu'on a comme couvert complètement. Puis ça devient des cours d'eau. Est-ce on pousse l'eau des pluies à travers les ruisseaux? On recrée un écosystème comme ça existe dans la nature. Et toutes les toitures de tous les bâtiments sont des espaces verdis. Alors, quand tu vas sur le toit de ton bâtiment, tu vois pas la ville, tu vois la nature. Tu peux t'asseoir avec tes chums, puis faire un feu, puis faire un barbecue. J'ai des frissons. Sur le toit. Sur les toits. Puis, les questions de feu. Bon, là, on parlera entend avec la les spins PQ de la prochaine Montréal, fois, les mais- pompiers vont capoter, là, mais... Mais on va trouver une manière. Oui. Parce qu'on est comme dans la spéculation, puis dans la prospective. Puis, c'est aussi une ville qui est capable de prendre soin de toutes les espèces, aussi, pour toutes les générations futures. J'adore cette image. Ça me semble pas si complexe, tu vois. Mm. Le seul point que là, je clique pas, là, j'ai comme tilté un peu, là, c'est les rivières, là. Tu sais, bon, remarque, comme... Mais il y en a. Non, je La sais. ville est remplie de rivières, mais on est Sainte-Thérèse, sur souterraine. il y a la rivière aux chiens, puis il Ouais. essaie de contrôler ça, mais elle veut sortir. Ça la peut être un ville. ruisseau maintenant, si la rivière Ouais. te fait peur. Là. Ouais, non, mais je suis ouvert, là, je suis pour ça. Parce que je le vois, on les remblait, les ruisseaux, malheureusement. On ne Ouais. devrait pas faire On ça. l'a fait ça pour des questions d'hygiène il y a comme 150 ans, mais il y avait tout un réseau de rivières et de ruisseaux à travers la ville de Montréal. Puis souvent, c'est là qu'il y a des inondations. C'est parce qu'il y avait un ruisseau ici avant. Puis, si on était capable, maintenant, sur certains projets de design qu'on fait, on retrouve les cartes et on les refait ressortir. Ça fait partie du concept, finalement, de ramener les rivières qu'il y a déjà eu. Parce que c'est la topographie, hein, c'est pas compliqué. Là, c'est que la ville a fait ça. Puis où est-ce que ça Puis elle faisait s'en va ça? vers C'est le là où fleuve. s'en allait là. Alors,
Tu sais, les notions en environnement, c'est Quand tu le fais, c'est parce que là, on est en audio. Là. Ah, OK. Mais quand tu non, le fais, mais là, c'est il y a des les fameuses topographies cuvettes. dont les endroits les plus avec le niveau Le plus bas. le plus bas, c'est là où l'eau s'accumule, mais c'est aussi que une espèce de plantes qui vont aller, il y a des espèces d'animaux qui vont aller vivre là-dedans. Alors, ça crée des écosystèmes. Juste le fait de topographie par gravité, ça crée des écosystèmes. Alors, je pense que ça, on devrait mieux le comprendre. Au lieu de tout raser, puis aplatir, puis mettre de l'asphalte, puis regarde, on a des inondations. Là. C'est fou. Ben, en fait, c'est un des problèmes à Montréal, c'est tous les quartiers cuvettes. Ouais. Tu sais, ils ont sorti la carte là, des quartiers cuvettes. Fait qu'au lieu d'essayer de se battre contre les cuvettes, pourquoi ne pas intégrer les cuvettes? Ouais. Mais là, ça veut dire qu'il faut faire sauter des buildings, il faut faire sauter des rues. Ouais. Oh, mais on est en ouais, prospective, là. Oui, non, je sais. Puis j'ai participé à un colloque qui s'appelle le colloque des phytotechnologies, qui a lieu à chaque année. À chaque fois que j'y vais, je me demande pourquoi il n'y a pas plus d'architectes, puis d'architectes de paysage, parce que c'est ça, on parle de comment est-ce qu'on utilise les plantes. Excuse-moi. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser les plantes comme des infrastructures pour la ville. Donc, pour gérer l'eau, pour purifier l'eau, pour créer des habitats et tout ça. Et il y en avait un dont le thématique était principal, c'est les stratégies à grande échelle. Mais on dirait que dans la tête de tout le monde, dans le colloque, c'était vraiment difficile de changer, les rues, de changer les côtés légaux, le côté de la propriété privée. Que le monde est incapable de se dire on va faire des stratégies. On se met des limitations au lieu d'ouvrir. Exact. Puis c'est sûr que ça serait compliqué à faire, là, c'est sûr. Je ne dis pas que c'est pas compliqué. Mais des corridors de même, ça existe dans la ville. Tu as le canal de la Chine, tu as le canal de l'Aqueduc, qui sont des cours d'eau. Puis c'est comme l'endroit où tu vas le plus aller. Oui, canal de la Chine, tu vas aller pique-niquer là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas un jour imaginer que la ville pourrait avoir ce genre de milieu-là et la gestion de l'eau serait réglée automatiquement parce que l'eau s'en irait là où est-ce qu'elle est supposée aller. Hey, imagine, tu descends à Iberville puis c'est un fleuve, il n'y a plus de trafic. Ça serait fou. T'en viens en petit canot. Tu peux aller à la pêche. On est tourné des balados. J'adore. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Je pense que ça va aller mieux qu'on pense si on continue à rêver ensemble à quelque chose, un objectif de ville puis de vie collective meilleur. Puis en début de discussion, avant qu'on enregistre, on parlait de vos discussions que vous avez avec des nouveaux maires et une mairesse. Moi, je trouve que ça va mieux qu'on pense quand je vois des politiciens, des gens qui sont capables de prendre des décisions, de changer les réglementations, de parler à du monde, qui ont eux-mêmes une compréhension des notions, puis qui sont capables aussi d'en parler à leurs fonctionnaires, à toute leur équipe, pour essayer de faire le changement. Alors, quand je vois ça, je me dis ça va mieux qu'on pense. Yes! Merci, Manu. Merci beaucoup de ta visite. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on trouve un moment pour se rencontrer, mais je suis vraiment honoré. Merci. Même chose. On s'est rencontrés à CD Montréal il y a plusieurs années, puis je me suis dit, ce gars-là, il change le monde pour vrai. Ben là, mais regarde, je me suis dit la même chose. Puis je te suis depuis ce temps-là, puis je suis content d'être là. Même chose pour toi, Bianca. Moi, je suis une grande fan. Fan. Bon, on est 3 grands fans. Ouais. Oh, c'est bien. On fera d'autres conversations comme ça. Oui. On va faire des ateliers de prospective. Là. On va ramener ton cercle vert. Là. Faisons ça. J'adorerais ça. Il est prêt. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Puis on se voit pour un prochain épisode de Ça va mieux qu'on pense. Salut. À bientôt. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.